Aïe, 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 Poke. Cyril Gane a-t-il foiré? Aurait-il gagné? Thomas Pinal a-t-il pris une porte de sortie? Le combat fait débat. Mais on vous parle aussi de Ludovic Klein qui bat Rebecki mais repart en béquille, du niveau et de la décision entre Volkov et Almeida, plus positivement du niveau affiché entre Bautista et Nurmagomedov, ainsi que Woods contre Delgado. Aussi, on a eu l'un des plus beaux KO de l'année. On parle de tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Brian, commençons par la fin. Donc le dernier combat, mais aussi la fin de ce combat. Maintenant qu'on est plus à froid, on a eu des meilleures images de l'Ipoke de Gane. Quand je lis ce qui se dit sur Internet, ça part dans tous les sens. On lit des critiques sur Gane qui n'en était pas à son coup d'essai. On lit des critiques sur Aspinall qui aurait soit simulé, soit aurait même dû continuer avec un seul œil. C'est Internet, il n'y a aucun consensus. Où est-ce que toi tu te positionnes sur cette situation de fin de combat ? Bah écoute, moi sur ce que j'ai pu lire, j'ai surtout vu d'un côté des fans anglais qui partageaient l'image à répétition, tu vois, et puis de l'autre, bah, des gens qui se posent des questions un petit peu de tous les horizons, comme moi, tu vois, clairement. Où est-ce que je me situe? Écoute, en direct, quand j'ai vu le combat, que je n'ai pas vu le ralenti, bon, bah, je me suis dit, ouais, il a vraiment pris un coup dans l'œil, et puis bah, c'est chose qui arrive, et si ça continue, ça va être un no contest. Donc, forcément très, très, très déçu, mais pas déçu par Thomas Pinal ou déçu par Cyril Gane, mais déçu d'un fait de combat, situation. tout simplement. D'un fait de combat, c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, avec le recul, ce matin, en regardant les images, je me pose encore quand même des questions. Alors, certains pensaient que j'allais être critique sur Cyril, mais comme j'ai dit, c'est un fait de combat. On va revenir dessus. Ouais, on va je suis y un peu revenir, plus nuancé quand même que c'est pas sa faute, tu vois. Mais quand même, je me pose des questions sur la porte de sortie, clairement. Ok. Les images sont pas du tout. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent autant suivre Thomas Pinal quand tu prends un doigt, mais sur un œil fermé. Voilà. Et au ralenti, je suis là, je dis, bah, ça va pas aller plus loin, et puis ça rentre, mais ça rentre pas plus que ce que je viens de faire là, tu vois. C'est en haut de l'œil. Celui qui est le plus touché, c'est l'œil qu'il a ouvert, tu vois, qu'il garde ouvert. Et pour avoir vu de nombreux Ipoke en suivant les sports de combat, c'est œil ouvert que les gars prennent. Si tu peux pas revoir, c'est quand ça a touché plutôt autour de la cornée. Et on a des gars qui sont vraiment touchés, tentent d'ouvrir l'œil. Tu les vois qui essaient de faire comme ça. Là, il est parti, il a pris vite la petite serviette, il l'a posée sur son œil. Le docteur vient, lui demande, il enlève vite fait, il fait comme ça, mais non, et puis il la remet. Il n'y a aucune tentative de soulever la paupière du docteur, aucune tentative d'ouvrir son œil de sa part, juste non, c'est plus possible. Enfin voilà, j'ai vraiment dû. Enfin, surtout quand tu vois la tournure du combat. Ouais. Surtout quand tu vois la tournure du combat, je suis désolé, mais il va falloir qu'on parle de ce premier round. Il va falloir qu'on parle, si demain ça se réorganise. Les codes j'ai de mis Paris. dans mes notes. Ça fait partie. T'inquiète, ça fait partie de mes notes. Il faut absolument parler de tout ça. J'ai juste envie de rester sur le. Vas-y, le toi, t'en penses quoi? Bah écoute, donc moi à chaud, j'avais tweet pendant la pause. Vraiment pendant la pause, j'avais dit j'ai l'impression que Thomas Pinal cherche une porte de sortie. C'est vraiment parce que j'avais les mêmes. Je pense, on va y venir, mais je trouvais que le combat allait vraiment dans le sens de Cyril Gane et que plus ça allait avancer, plus ça allait aller dans son sens. Et donc j'avais cette impression. Vraiment, je me dis ok, là il a une porte de sortie et j'ai l'impression qu'il prend son temps. J'avais dit à Ali qui regarde avec moi, je dis bah là, mon premier pronostic c'était il va prendre les 5 minutes pour récupérer. J'avais vraiment l'impression qu'il aurait eu envie de profiter de la situation pour récupérer. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai tweet et j'ai dit, si ça arrive en no contest, finalement, Gane ne pourra s'en vouloir qu'à lui-même. Donc, ça aussi, on va y revenir. J'ai fait ma vidéo après. Dans ma vidéo, je restais sur cette position. J'ai l'impression que Aspinall prend une porte de sortie, mais je nuance en disant, on sait jamais, tu vois. De temps en temps, tu as des situations où tu as l'impression que ça fait pas si mal et en réalité, après, le gars, il va aller à l'hosto, il va dire qu'il y a une déchirure, enfin,
la cornée ou que sais-je qui est vraiment mais touché. Donc, moi, j'attends vraiment une information qui vient de l'hôpital avant de complètement me positionner. C'est vrai que quand tu revois le ralenti, clairement, il y a 2 doigts qui vont dans les yeux, ça s'enfonce quand même. Enfin, tu vois, il y a un genre je viens de le faire. Hein. Je suis assez d'accord. Tout le monde peut le faire, voilà. Non, moi c'est pas. mal. Attends, c'est quoi? C'est dans Friends. Comment ça, moi pas Dans Friends, il y a Rachel qui a genre un problème, on peut pas approcher ses yeux. Moi, c'est pareil, genre tu m'approches pas mes yeux. J'ai un problème avec ça. J'ai une phobie ou que sais-je, Ouais, je mais sais c'est une pas. Mais phobie. oui. C'est une phobie. Et le mec, il est pas phobique d'avoir ça. Donc non, on On évacue m'enlève de l'équation. cet On m'enlève argument de l'équation. éclaté. Mais voilà, j'attends. On peut pas Ouais, juger mais comment a il est... ressenti Aspinall, mais je suis d'accord. Il y a vraiment un monde où il prend la porte de sortie. Mais écoute, Voilà. moi je suis parti voir son Instagram parce que c'est la première chose que je me suis dit qu'il allait faire, c'est montrer une petite photo, voilà mon œil, voilà les résultats. 9h du matin, c'est Alors, quoi? je vais quand même dire ça. Il y a l'interview de Daniel Cormier avec Aspinall et il lui dit genre, ouais, parle-nous de la situation. Comment va ton œil ou un truc comme ça. Et il dit I can hardly open my eyes. Oh, look. Et en fait, sur l'écran, il y avait le ralenti. Et je suis là, je fais, mec, t'es en train de dire, j'arrive à peine à ouvrir mon œil. Et genre, une seconde après, tu fais, regarde. Oh, c'est ouf, il m'enfonce les doigts et tout. Et je suis là, je fais, il y a une petite incohérence, tu vois. Genre, si t'arrives à peine à ouvrir tes yeux et que tu vois pas bien, tu vois pas le Il a dit détail de mes yeux ou il a dit l'écran. mon œil? Euh, I can hardly open my eye. Je sais plus s'il y a le S à la fin ou pas. Ah, ah. Ouais. Peu importe, tu vois, pour moi, si tu dis ça, genre j'arrive à peine à ouvrir mon œil et qu'après, Ah oui, mais si je tu sais vois pas, avec un si œil. t'as vraiment très mal à un œil, l'autre œil, il est, allez, litifié, tu vois, et du coup, tu vois trouble, tu vois flou, et donc l'écran Ouais. qui est loin, t'arrives pas à voir le détail de l'iPoke. Donc voilà, j'ai Ouais. trouvé ça, je le mets juste là, parce qu'il y a personne qui a relevé ça, c'est bizarre de dire je vois à peine, et puis juste après, tu dis regardez l'écran. Ouais. Ça veut dire que tu le vois toi-même. Ouais, ça, pareil. J'ai bon Donc voilà, soupçon là-dessus. donc voilà, petit, ouais, on va dire soupçon. Mais, Suspicieux. C'est ouais, peut-être le ouais. mot à mettre. Non, Suspicieux, moi mais c'est on vraiment. peut pas faire noir ou blanc. Genre, il a simulé, on peut pas le dire à 100%. Parce que ça se Non, trouve, il y a un résultat de l'hôpital où vraiment il y aura quelque chose. Et on peut pas dire à l'inverse, genre, on peut pas dire noir ou blanc, genre, c'est pas une simulation, on lui a arraché l'œil. Non, il Je n'y a crois pas qu'il de faut nuancer le simulation. propos. Pour moi, il n'y a pas de simulation. Par contre, il y a clairement. Enfin, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'il y avait des dommages suffisants pour qu'il ne puisse pas ouvrir l'œil. Surtout qu'il n'a pas tenté pendant les 5 minutes. Il n'a pas tenté une seule seconde d'ouvrir son œil, que quelqu'un puisse ouvrir l'œil pour regarder si c'était rouge. Il n'y a eu rien de tout ça pendant les 5 minutes. C'est vrai que c'est Et là-dessus qu'il ça, faut par le plus se contre, baser. Ouais, ça c'est ouais, ça, factuel. par contre, voilà, ça questionne beaucoup. Mm. De poser une serviette et ça n'a jamais soigné un œil. Tu vois, normalement, tu vois, si tu as un vrai œil et que tu veux reprendre, tu bouges ton œil comme ça, tu essayes d'ouvrir, quoi, tout simplement. Là, il n'y a eu aucune tentative, juste je cache, je compresse, je ne sais pas quoi, Ouais. j'évite qu'il tombe et j'attends. Et j'attends les 5 minutes. C'est vrai Et que sur l'attitude, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il avait pas vraiment l'attitude de quelqu'un qui voulait absolument reprendre. bien T'as des sûr gars que comme ça. non. Enfin, de tête, j'arrive pas à te donner des situations, mais il y a eu des situations où des mecs ont vraiment souffert d'un coup à l'entrejambe ou d'un high poke ou d'un headbutt, enfin d'un coup de tête accidentel. Et tu voyais vraiment, genre, je veux reprendre. Limite, c'est l'arbitre qui doit dire, mec, Ah, c'est bien bon, t'as sûr. encore du temps, ralentis. Et là, il y avait pas cette attitude, ça c'est sûr. Non, et puis tu as des tests à faire, tu vois, le médecin il regarde, et rappelez-vous, il y a eu des combattants, ils essayent comme ça, et ils n'y arrivent pas, enfin voilà, ouais, mais il y a eu des tests, là il y a 0 test, il y a un essuie, une serviette dessus, et puis il attend que le temps passe. Tu parles belge, un essuie. Un essuie, c'est une Exactement, serviette ouais, pour ouais. les Français. Ouais. Alors, avant de repasser au combat, il y a quand même aussi ce débat de à quel point Gann est responsable de la situation. Parce que si tu Ok, oui. revois le combat, ça se termine après 4 minutes et quelques secondes. Sur les 4 minutes et quelques secondes, il y a eu 3 situations où il a la main ouverte vers le visage d'Aspinal. Donc j'en ai parlé, il fait un step knee et ses 2 mains sont ouvertes vers le visage d'Aspinal. La défense de takedown, main ouverte à hauteur du visage d'Aspinal. Et cette situation-là, après son kick, main ouverte, qui amène un high poke. À un moment, ouais, tu dois aussi garder tes poings fermés, quoi. C'est pas si accidentel que ça, c'est ça que je veux dire. T'as eu 3 situations dans le combat où
tes mains sont ouvertes dans le visage d'Aspinal, que ça arrive une fois, d'accord, mais à un moment, tu dois tilter en dire, ouh, peut-être il faut que je ferme ma main, tu vois. Ouais. Pour moi, il y a une double responsabilité là-dessus. Il y a la responsabilité de Cyril et il y a la responsabilité de Fernand. Donc, il y a la responsabilité du coach qui doit surveiller ses élèves, leur rappeler d'avoir les doigts fermés, leur apprendre à avoir les mains fermées, les doigts vers le ciel, et puis à l'élève, tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est une double responsabilité. Alors, tu l'as dit, il y a eu des moments où déjà, il y avait les doigts qui étaient ouverts. Donc déjà, ça veut dire que c'est pas suffisamment travaillé à l'entraînement. Parfois, le problème, c'est que tu travailles avec des gants de boxe anglaises, et donc avec les gants de boxe anglaises, que tes doigts soient ouverts ou pas, tu t'en fiches. Et puis, sur les shadows aussi, hein. Il y en a qui vont travailler comme ça. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que ce qui est bien, c'est que tu en as déjà souvent parlé sur le podcast, donc tu n'es pas en train de le faire juste en visant Cyril Gane et Fernand Lopez. Tu as exactement dit ça à plusieurs reprises. Ouais. Et alors, il y a un dernier point que je voulais dire par rapport à ça. Belal Mohamed, je trouve qu'il a très bien tweeté hier soir sur 2 tweets. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Donc ça, c'est un débat à avoir, hein, mais donc il dit, si tu veux qu'il n'y ait plus de high poke ou moins de high poke, il faut retirer un point directement sur les high poke. Ouais, mais moi je pense qu'effectivement c'est important. À l'entraînement, les élèves, ils s'échauffent avec du shadow et moi je passe et je regarde pas comment. Enfin, des fois je corrige sur la position, mais ce que je regarde la plupart du temps, c'est les mains. Je vais voir s'ils ont les doigts fermés. Et je préviens, je dis ferme ton poing, tes doigts vers le ciel. Sinon, effectivement, je leur dis, sinon tu vas te prendre un avertissement par l'arbitre, ça risque de te sortir du combat. Ouais, et des fois, les gens, ils se disent, ouais, ça va, non, ça va pas me sortir du combat, si c'est bon, je suis concentré. Mais si je leur dis, sinon tu vas te prendre un point de pénalité, c'est pas la même chose, tu fermes ton point, tu vois. Ouais. Mais en gros, comme sanction, pour corriger, entre guillemets, les doigts fermés, c'est sinon tu as un avertissement. Les gens, ils s'en foutent des fois, les avertissements, surtout en Europe, tu vois. Tu vas te faire disputer une fois. Donc voilà, donc c'est ça, c'est un peu... Ouais, tu as raison. Je pense qu'à un moment donné, il faudra le faire. Alors par contre, ça va être toujours sur un jugement de ce qui est intentionnel ou pas. Si tu as eu un combattant qui a eu des avertissements avant que ça se passe, genre, parce que maintenant on a ça, hein. Tu es en train de combattre, tu as les doigts un peu ouverts et tu as le coach qui est... L'arbitre qui va demander de fermer les mains ou attention à tes doigts, tu vois. Ouais. Si l'arbitre a déjà dit 2 fois attention à tes doigts, pas dans une phase de contact, et qu'il y a un high poke, pour moi, ouais, point de pénalité. Ouais, c'est ça. En fait, c'est peut-être pas la première situation qui amène à une séparation, mais l'arbitre doit être beaucoup plus proactif avec ça. Parce que, comme je le dis, c'était la 3e fois où la situation avait main ouverte vers Aspinal. Ouais. C'était la responsabilité de l'arbitre sur les 2 premières situations de prévenir aussi Gane. Et bon, ici, de toute façon, c'est un no contest, mais voilà. Et donc, le deuxième tweet de Belal, c'est... Vas-y. Et alors, il y a par contre... Cyril qui a posté, alors j'ai pas tout vu, mais que l'arbitre était venu le voir après, Herzog peut-être, je sais pas lequel, en lui disant oui, c'est pas ta faute parce que tu as voulu le repousser quand il est rentré en lutte, tu vois. T'as pas vu ça? J'ai pas vu l'info, non. Donc tu pourrais avoir un hip qui arrive, tu veux frapper doigt ouvert, effectivement, là c'est sur la zone de striking, mais là il disait un petit peu c'est pas ta faute parce que en lutte, t'as voulu le repousser et en lutte c'était pas une volonté de frapper. Mais en lutte, tu ne luttes pas avec les doigts ouverts non plus. Non. Donc c'est drôle parce que vendredi, alors c'est drôle, vendredi, moi je me suis pris un high poke, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai l'œil un petit peu rouge. Moi j'ai continué. Je suis pas parti chercher mon truc. T'as pas cherché un Messi, non. Mais après je tournais avec une élève qui commence et puis elle avait un peu les doigts ouverts. Je lui ai dit non, tu places tes mains en scoop. Voilà, et on lutte ici, quoi. Comme si tu faisais pareil, tu luttes ici. Parce que si tu rentres pour aller saisir une jambe, toi les doigts ouverts, tu peux te retourner le doigt, tu vois. Aussi. Donc tu rentres toujours, tu luttes comme ça. Tu luttes ici, tu vois. Tu pousses comme ça. Alors pas main fermée, mais les doigts fermés. Oui, et alors, ça, t'es censé lutter comme ça. T'es pas censé lutter comme ça. C'est ce que je me dis. Moi, je ne suis pas énormément la lutte, mais ce qu'a dit Herzog à Gane, ça me paraît bizarre parce que je ne vois pas un arbitre de lutte accepter que quelqu'un foute la main comme ça sur la tête d'un adversaire, tu vois. Ici, là, oui, le jab en lutte. Ouais. Mais tu fais pas un jab comme ça en lutte. Quand tu viens pousser, tu n'as pas les doigts ouverts. Tu es ici, boum, tu viens là. La paume est au front et tes doigts sont fermés. La paume, elle n'est pas au menton avec les doigts ouverts.
Et Quand donc même deux ça évite détails qui changent beaucoup, quoi. ouais, ça évite les high poke en lutte et puis Ouais, ça évite de se péter les doigts aussi. Parce ouais, que je voilà. peux vous assurer que vous rentrez sur une jambe et qu'il y a un doigt qui se retourne, ça fait mal. Ouais, ça fait pas du bien. Ça fait pas du Ah ouais. bien. Et donc, pour finir sur Belal Mohamed, mais bon, ça, on en a déjà parlé, quoi. Il dit, voilà, Gane ne peut pas être euh, fâché sur autre chose que lui parce qu'il a clairement poké l'œil. Enfin, il a clairement mis le doigt dans l'œil et c'est à lui à apprendre à fermer ses poings. J'aimais bien le Mmh. tweet. Je trouvais Ouais, ça bah, juste. c'est un peu la même situation qu'avec Aljamain Sterling contre Petr Yan. Petr Yan fait une grosse erreur. On se pose la question si Aljamain n'a pas trouvé une porte de sortie. Ouais. Mais voilà, Mais ça, on n'aura Petr Yan jamais a réellement respecté la les règles. réponse. Ouais. On Ouais, c'est n'aura ça. jamais Là, réellement la réponse. j'y réfléchissais ce matin. Aljamain Sterling est devenu champion parce qu'il connaît les règles. Heureusement pour lui, il a pris enfin, il a gagné le rematch où il a prouvé qu'il était capable aussi de battre Petr Yan et c'est là où il s'est réellement installé comme champion Ouais, ouais. méritant, je dirais. Voilà, parlons du combat maintenant, parce même si c'est que 4 minutes, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors moi, j'ai fait ma petite analyse hier, juste pour te la résumer. Je trouve que Gane avait rapidement trouvé ses marques et qu'il était bien engagé dans le combat. Il était très conscient de l'espace. J'ai envie de commencer par là. Priorité sur ses déplacements pour pas se faire cadrer. Grande attention à l'aspect défensif en désengageant d'abord, en sortant sur des angles ensuite et en bloquant le cas échéant s'il était trop proche. Il avait une défense de takedown réussie et aisée. En engagement offensif assez intelligent, avec un bras arrière qui passe très bien, des jabs au corps et un travail de stop et de low kick, couplé à l'impression que l'anglais commençait à ralentir. Voilà, je sais pas si c'est une analyse biaisée, mais de ce que tu disais, tu sembles Alors moi, assez j'étais aligné avec ça. j'étais en folie devant ce premier round. Ouais. C'était incroyable, là, c'était incroyable. Écoute, oui, je te rejoins entièrement, je te rejoins entièrement. Alors sur l'énergie, effectivement, on a regardé ça sur le retour d'un événement et j'avais un élève qui trouvait que l'anglais ralentissait. Moi, j'ai l'impression que le combat ralentissait comparé aux premières minutes, euh, Mhm. parce que Cyril aussi a rediminué un petit peu son volume. Mais en tout cas, clairement, sur l'aspect mental, je voyais voilà, je trouvais que ça se démarquait complètement. Je trouvais que d'un côté, tu avais quelqu'un qui était en, en échec, hein, notamment sur les takedowns, notamment sur le temps qui passe et puis le fait de se rendre compte que ça allait pas être facile. Et puis de l'autre côté, pour moi, chaque seconde qui s'égrenait, c'était des secondes de confiance en plus pour Cyril. Il commençait vraiment à s'installer et je pensais pas en plus qu'il s'installerait, s'il devait s'installer, qu'il s'installerait aussi rapidement, quoi. Ouais, en fait, moi, ça, c'était la tournure du troisième round, tu vois. Si je devais imaginer Ah ouais. ce genre de situation, je me dis, OK, si tu avais eu ça au troisième round, j'aurais compris. Mais là, que ça se passe dès le premier round, parce qu'on avait fait l'analyse, et je pense que beaucoup étaient assez alignés là-dessus, en disant, ouais, gagne une victoire, c'est plus en prenant 3, 4, 5 ou ce genre de choses. Et là, le fait qu'il était parti pour prendre le premier round, c'est quand même un indicateur assez positif. Ouais. Je me rappelle plus trop. C'est vrai que sur les premiers rounds en 5 rounds, souvent tu peux, entre guillemets, avoir l'underdog qui prend le premier round, notamment en se déplaçant, tu vois. Mais Ouais, ouais, pour moi, mais c'est toujours des rounds qui peuvent être un peu plus serrés, non pas qu'il y a un gros affrontement, mais plutôt c'est un round d'observation. ouais, Mais après, là, voilà, c'était par pas un rapport au round facteur d'observation. X. Ouais, pas du tout. Il n'était pas sur un round d'observation. Mm. Cyril était venu dans la cage pour Ouais, prendre le ouais, premier round. clairement. Et donc ça, respect, parce que peu de gens s'y attendaient et il l'a fait avec la manière qui plus est. Alors, j'ai vu des contre-arguments parce que bon, sur Internet, on voit de tout, mais au niveau international, il y a des gens qui mettent juste les stats, UFC stats, et c'est serré. Genre, c'est 27 frappes à 29, un truc Ah oui, comme ça j'ai dans le vu ça. premier round. Alors, il faut que j'aille revoir le combat, mais j'ai pas l'impression que Cyril se fasse toucher 27 fois. J'ai l'impression que les coups qui vont dans sa garde sont comptabilisés comme des coups qui ont touché. Écoute, Parce les que pour stats, moi, il y a vraiment une différence, quoi. les stats, c'est intéressant, mais ça doit rester des stats. Et ça ne peut Mm. pas être utilisé pour faire gagner des combats. Sinon, on arrête de mettre des juges et on compte le nombre de coups qui sont envoyés. Mais les stats, non, jamais, jamais. Tu peux l'utiliser pour faire un petit peu d'analyse sur le profil du combattant, mais Mhm. pour dire il a gagné un round ou il a gagné. Non, non, moi je vois pas du tout, comme tu l'as dit, euh, ce, ce, c'était pas serré, quoi. D'un côté, on avait quelqu'un qui touchait, qui mettait réellement en danger sur les stop kicks, sur les jabs. Il y avait un vrai travail. De l'autre côté, pour moi, c'était soit dans la garde, soit pas à Ouais, exact. distance. Enfin, ouais. Enfin, Ouais, oui, c'est non, ça. C'est pour c'était ça, pas juste, serré. voilà, ceux qui argumentent avec les stats ici, bon, il faut que je revoie le combat avant de vraiment me positionner, mais
j'ai l'impression que beaucoup de frappes qui sont arrivées dans les bras de Gane, qui ont été dans sa garde, ont été comptabilisées comme des frappes significatives. Et c'est pour ça que statistiquement, ça paraît serré. Mais regarde, enfin, je pense qu'on sera tous d'accord ici quand tu regardes vraiment la tournure des 4 premières minutes, on avait on se dirigeait vers un 19 unanime, 100% des fans, 100% des médias, 100% des juges allaient donner le 19 pour Gane, sauf s'il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passait derrière du côté d'Aspinall. Et puis on le validera le jour où il y aura la revanche et en regardant les codes de Paris. Et je vous assure que Voilà. ça sera pas la même chose. Pour moi, c'est le dernier sujet à aborder dans ce combat. On doit partir sur une revanche, sauf situation exceptionnelle, genre blessure ou j'en sais rien, quelque chose avec la Maison Blanche, peu importe. Mais voilà, en cas de revanche, ce qui est beaucoup plus que probable, penses-tu que Gane se trouve favori aux yeux des codes de Paris ou devrait se retrouver favori aux yeux des codes de Paris? Moi, je dis oui. Sur ce que j'ai vu, si Unibet m'appelle... Moi, j'espère que non. Tu espères que non pour mettre des unités sur Gane. Mais honnêtement, si Unibet m'appelle en disant ouais, tu ferais quoi des cotes maintenant? Moi, je mets 60-40 Gane, quoi. Ah ouais, pour la revanche. Je sais pas si on est biaisé, hein, peut-être qu'on l'est, mais la défense, enfin, il défend les takedowns, il est à l'aise, il se déplace. En face de lui, on a quand même quelqu'un qui n'avait pas de solution, qui avait du mal à cadrer. Tout ouais, quand tu regardes le langage corporel des deux, c'est bon, pour moi, oui, c'est un 60-40 à l'avantage de Gane. Ah, on est d'accord. Mais ouais. Je suis très intrigué. Franchement, j'espère que la revanche se fasse rapidement. Je vais pas dire que j'espère juste pour les codes de Paris, mais je suis vraiment très curieux de voir ce que ça donnera et je serais pas du tout surpris de voir Gane officiellement favori. Maintenant, justement, en parlant de revanche, on va brièvement en parler puisque on part dans cette direction, donc c'est pas une discussion inutile. Comment est-ce que tu penses que l'un comme l'autre va aborder la revanche? Moi, j'ai l'impression que Gane, il a un peu dit, ok, la stratégie que j'avais mise en place, elle fonctionne, donc il faut que je reste là-dessus. Et c'est du côté de Aspinall qui a des ajustements à faire. Donc ça peut être assez intriguant. Moi, la version que je me fais de la revanche, c'est un Aspinall qui vient en mode tout pour le tout et qui vient comme un bulldozer un peu kill or be kills sur les 3-4 premières minutes. Non, moi je pense que... Non, je pense pas. Moi. Je pense que si Aspinall revient, il va... Et c'est pour ça que je vous pose la question de la porte de sortie. Il va vouloir reprendre un petit peu ce premier round différemment. Être plus patient et chercher plutôt à cadrer, tu vois. Je trouve que le cadrage n'était pas très bon. Il va devoir, sur un profil qui déplace autant, être beaucoup plus, je vais pas dire compact, tu vois, mais alors un petit peu bulldozer, mais pas avancer tout droit, tu vois. Vraiment cadrer, éviter les stop kicks. Il aura dû travailler vraiment sur cette stratégie-là, frapper et chercher à mettre au sol contre la cage. Là, je pense sincèrement qu'il a... Ouais, ça m'a fait penser à quelqu'un qui fait toujours des trucs faciles, tu vois. Hop, c'est facile. Et une fois que c'est dans les difficultés, qui sont pas à l'aise, quoi, tu vois. Mais ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Quand tu mets quelqu'un, tu le mets toujours dans la facilité. Dès que c'est difficile, non, il m'a fait ci, tu vois. Ça m'a fait penser à ça. Et je pense que il va devoir revoir ce premier round. S'il doit se préparer, il doit se préparer beaucoup plus durement. Se trouver vraiment dans la difficulté et aller chercher loin et travailler sur le mental, tu vois. Moi, je pense sincèrement qu'il y a eu un souci de mental, clairement. Quand j'entends ça, je me dis qu'on est assez aligné sur le fait que c'est plus dans l'intérêt de Cyril Gane de pousser pour avoir la revanche au plus vite. Pour laisser le moins de temps d'ajustement du côté d'Aspinall. Et c'est c'est un double intérêt du côté d'Aspinall de demander la revanche plus tard. Un, pour dire, ouais, mon œil, il a besoin de temps pour se rétablir. Comme ça, il a... voilà. Et aussi pour se donner le temps, parce que tu apprends pas à cadrer quelqu'un comme Cyril Gane en 3 semaines de préparation. C'est un travail de beaucoup plus longue haleine. Mais donc, voilà, ça va peut-être se jouer là-dessus. Et j'aime bien le fait que tu mettes l'élément mental, c'est est-ce qu'il rentre dans la revanche en se disant ok, je vais être capable de le cadrer, et dans ce cas-là il aura peut-être une approche plus patiente que d'habitude. Mais moi, ce que j'ai vu de ce premier combat, c'est sur un combat qui a plus une dynamique mesurée, Aspinall n'a pas grand-chose à proposer à Gane, et par conséquent s'il se sent pas capable d'être patient et de réussir à cadrer, il a pas d'autre choix que de venir comme bulldozer, et dans les deux cas on est sur un 60-40. Bon, avant de passer au reste de la carte, ici on a beaucoup discuté high poke.
Il y a quelque chose que tu as fait pour éviter les eye pokes aussi, ça s'appelle des gants. Bon, tu n'as pas fait des gants que pour éviter les eye pokes, mais tu en avais parlé, ils sont un tout petit peu courbés, etc. On en a parlé pendant notre preview Gann contre Aspinall, donc tous les arguments ont été mis, mais on avait dit que c'était pas encore en ligne. Depuis hier, c'est en ligne, brutal-mma.com, ou alors la fierté que tu avais dit, vous tapez juste Brutal MMA sur Google, c'est le premier résultat. Ouais, avec sûrement des voilà, highlights c'est en de ligne. KO violents. Ouais, bah écoute, oui, Tu nous les c'est en montres? ligne. Ouais, montre-les. Ouais. Alors, ça n'a pas été développé pour éviter les époques. Je ne vais pas présenter ça. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est la responsabilité du combattant, du coach de travailler là-dessus. C'est des gants d'entraînement. Effectivement, ils sont courbés. Et donc, alors, ils n'imposent pas enfin, quoique. Bon. Ils te permettent quand même de tendre la main pour grappler. Parce qu'il y a des gants comme ça qui sont tellement incurvés que tu travailles comme ça. Et j'aime pas trop, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les gants boules en France. C'est du 8 au Z, donc c'est très épais. Et alors, la particularité, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est que c'est un mélange entre lacet et strap. Okay, donc, ça permet d'éviter la petite douleur ici avec le truc en métal. Et puis, bah, tu as un serrage vraiment optimal ici. Je place ça comme ça. Vous voyez? Voilà, ici. Et donc, au niveau du poignet, c'est super bien serré. Hop là. Et alors, l'intérieur, tout est en cuir. Tout est en cuir. Donc ça, c'est cool en termes de qualité. Et l'intérieur aussi, là, pour éviter que ça pue. Là, ça sent bon, par exemple. Ça sent bon le cuir, tu vois. Voilà. Et puis, il y a eu pas mal de nouvelles choses sur le site. J'en profite. J'ai sorti du textile. Donc, il y a les rash guards. Oh, PC, qui sont sortis. Rash guard brutal. Et les shorts. Il y a 2 types de shorts. Et là, je suis aussi très content. C'est les shorts. Donc, c'est une matière solide, mais un peu élastique comme ça, tu vois. Hop. Ah, trop bien ça, ouais. Et puis avec le gros logo sur les fesses pour bien faire sortir les fesses. Tu dois en offrir un à Mackenzie Dern. Ok. Et alors c'est élastique et tu as le truc de serrage. Voilà. Et puis il y a les protèges tibia aussi, protège tibia MMA. Et alors moi l'objectif c'est j'ai développé ça parce que je voulais du matériel qui me convienne, tu vois. Parce que j'avais pas de gants qui convenaient, je trouvais que c'était mal coupé, que ça puait, que c'était... Enfin voilà. Et donc j'ai développé, ça fait quoi, 5-6 ans, du matériel qui me convient parfaitement. Sur les protèges tibia, c'est les protèges tibia enfilés. Ils sont assez particuliers. Ça avait été sorti à un moment donné, je sais plus par quelle marque, et je les avais trouvés exceptionnels. Donc je les ai remis au goût du jour. C'est des trucs que tu enfiles en néoprène. Et donc ce qui est parfait, c'est que ça coince pas quand tu grappes. Et tu as une vraie épaisseur de mousse et ça absorbe autant. Et ce qui est drôle, c'est que avant, c'est un élève qui les avait achetés comme ça et il voulait faire sparring avec moi. Je dis, mec, c'est quoi ces protèges tibia? Ça protège pas. Il dit, ah non, mais ça va et tout. Et en fait, si, ça protège super bien, tu vois. Mais vraiment, ça absorbe super bien. Et donc, je préfère, par exemple, si j'ai quelqu'un qui vient avec des gros trucs de boxe taille, je préfère lui filer une de mes paires pour faire sparring avec lui que qui me frappe avec ces trucs en mousse toute dure, tu vois. Ah, et puis, bah, ça évite les blessures aussi. En plus, ça a toujours été un peu la contrainte, je trouve. Genre, tu mets des protèges tibia, ça te protège bien. Et puis, une fois que tu grapples, ça devient relou. Tu as presque envie de l'enlever en plein grappling. Donc, le fait d'avoir quelque chose qui convienne à la fois au pied-point pour protéger et celui qui le porte et un peu celui qui encaisse les low kicks, mais aussi que ce soit pas gênant, que ça ne soit pas gênant pendant le grappling. Ouais, c'est ce qui était recherché depuis longtemps pour ceux qui veulent des bons protèges tibia. Et le dernier élément, parce que c'est un truc qui m'importe aussi sur la question de l'hygiène, c'est que tu les mets dans un filet de lavage et tu les passes à la machine avec ton matériel. Trop bien. Et donc, tu les laves après chaque entraînement, tout simplement. Donc, tu as du matériel qui est propre et qui sent bon, tu vois. Pas de staff. Pas de staff, pas d'odeur, nickel, quoi. Ouais, trop bien. Ok, ben voilà, tout est sur brutal-mma.com. C'est enfin en ligne. Tu as déjà fait pas mal de ventes, donc dépêchez-vous parce que ça sent bon les gants, mais ça sent aussi bientôt le sold out. Ok, je te propose de rester sur les combats à débat de la soirée parce qu'il y en a plusieurs. Et ici, on va donc rester chez les poids lourds. Volkov contre Almeida. Alors, personnellement, et c'est un avis personnel, j'ai trouvé le niveau très très faible. Tout le monde critique Almeida, à raison. Mais je ne vois pas, personnellement, ce que Volkov a proposé d'extraordinaire pour autant. Il prend 14 takedowns contre Curtis Blades en 2020, ça remonte.
le chemin est toujours ouvert. Il défend pas les takedowns. Il met de l'énergie sur des Kimura à partir de la demi en dessous, comme il avait fait contre Gane. On se posait la question du pourquoi. Il n'y a pas de volume debout, il n'y a pas de step kick. Donc non, pour moi, aucun des deux n'a réellement proposé quelque chose. Ouais, bah écoute, si on peut juste dire que Almeida, ses takedowns sont quand même très très bons pour la KT. Mais Ouais. alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai vu qu'il y avait débat sur la décision. J'avais pas vu le combat, je ne connaissais pas la décision. Et je croyais que la décision, c'était genre Almeida, et que les gens croyaient que Almeida ait gagné, tu vois. Et moi, je regarde le combat, donc je score. Je dis, bon, bah ouais, ok, ça va. Et le troisième round, je pensais que c'était le round qui faisait débat, donc moi, je score Almeida. Et je dis, mais les gars, quand même, ça va, quoi. Il a mis 5 coups de genou au clinch, ça lui fait pas prendre un round. Et là, je me rends compte que c'est Volkov qui gagne, quoi. Et là, je suis, ah merde, c'est ça qui est... Donc, ouais, moi, j'avais scoré la victoire à Almeida. Effectivement, c'était un combat sans grands intérêts, sur l'aspect technique. C'était une opposition de style, on le savait, hein. C'était une opposition de style. Il y a eu un beau renversement de Volkov, quand même, faut le souligner. Après, sur une Dans le énorme... premier, enfin, ouais, le lockdown. Ouais. ouais, sur une énorme erreur d'Almeida, je sais pas à quel moment il se met autant de profils et sans aucune urgence. C'était un peu questionnant, quoi, mais bon. Mais Ouais, au-delà en de fait, ça, voilà, donc, sorry de te couper, mais c'est nouveau cette situation. Enfin, sur cette situation, bien joué de la part de Volkov, mais mal joué de la part de Almeida, parce que, ouais, effectivement, le lockdown, il est sympa comme sweep, mais il a été donné par Almeida. Le fait de se mettre sur sa hanche alors que il est de flanc et il contrôle pas le côté duquel il se couche, ça me paraissait bizarre, mais bon. Toi, t'avais scoré quoi, toi? Alors, moi, j'avais tweeté en mode c'est quoi votre scoring? Voici le mien, je m'en balèque. Franchement, ce combat m'a saoulé, donc j'avais même plus envie de le scorer. Le premier round, il est assez clairement à l'avantage de Volkov pour moi, donc pas compliqué à Ouais. scorer. Le deuxième round, il est pas compliqué à scorer non plus, c'est pour Almeida, même s'il n'y a pas grand chose qui se passe. Ouais. Et le 3, franchement, c'est d'un côté, tu as du contrôle, de l'autre côté, tu as un cumul de frappes absolument pas effective, donc tu choisis ton camp. Moi, franchement, j'avais envie de ouais, mettre mais mettez moi, j'ai un 10-10, que personne ne reparte la main levée, tu vois. Premier round T'as Volkov, deuxième round Almeida, 10-10 dans le troisième. Allez, on sort et on passe au t'as suivant. regardé sur RMC, toi, les combats? J'ai regardé sur RMC, mais sans le son, Ah oui. comme Ok, d'hab. parce que moi, j'ai un problème avec cette question de contrôle, position de contrôle. Pour moi, il y a un schéma offensif de grappling, quoi. Et ça s'appelle un schéma offensif. Tu mets un takedown, tu passes la garde, tu prends la side, tu prends le dos. C'est un schéma offensif de grappling. C'est grappling effectif. Et c'est pas du contrôle, c'est un schéma offensif. C'est comme ça qu'on le définit, tu vois. Oui. Et c'est l'essence même Ouais. du sport. Quand tu fais du grappling et du jiu-jitsu, tu mets au sol, tu passes la garde, tu obtiens tes points, tu prends la monte, tu obtiens tes points, tu prends le dos. Enfin voilà, c'est Et, ça c'est un schéma offensif. ouais. Et Et là, le pour moi, problème, il y a pas un je schéma offensif. pense, Hein? je suis d'accord avec ça. Il y avait des transitions qui représentent un schéma offensif, mais à partir des positions qu'il prend, il n'y a ni une avancée vers une potentielle soumission, ni des frappes. Et pour moi, c'est ça qui manque. Mais quelques frappes quand tu prends des positions, parce que là, il s'est retrouvé dans toutes les positions dans lesquelles il se retrouve dans le troisième round. C'est lui qui prend des frappes. Alors, c'est des frappes pas efficaces du tout, mais la question que tu peux te poser, c'est à quoi bon avoir une position dominante si au final, tu passes d'une position dominante à une autre, mais sans avoir une réelle ouverture vers une potentielle soumission, ni Oui, je suis même d'accord. appliquer quelques frappes. Et donc là, tu avais Je Volkov qui suis était en d'accord. dessous, mais qui trouvait des ouvertures pour faire Hein. comme s'il était en festival, tu vois. Et il tapait un peu sur la tête comme ça d'Almeida. Et deux juges Je, ont considéré que c'était suffisant pour lui donner le round, tu vois. je suis entièrement d'accord, hein. C'est ce qu'il faut dire aux combattants pro, enseigner et tout. C'est tu prends ta position, quelques frappes, mais ça reste que quand même dans l'essence même du jiu-jitsu brésilien où tu n'as pas le droit de frapper. Le chemin qu'il a emprunté, mettre au sol, passer la garde, prendre le dos, c'est un schéma offensif pour un étranglement arrière, tu vois. Et ça devrait être scoré en effective grappling. Effective grappling, c'est pas Ouais. mettre au sol, donner 3 coups, passer la side, donner 3 coups, c'est pas ça. Et donc pour Mm. moi, c'est pas non plus faire une tentative de soumission, tu vois. Donc c'est pour ça que ce troisième round, si tu J'entends, as ouais. le effective grappling, il est là, quoi. Il est là, c'est ce qu'il y a le plus
de plus récompensé dans les compétitions de grappling d'aller jusque-là. Si ce n'est le finish, bien évidemment, mais d'aller dans un dos, c'est ce qui est le plus récompensé, ou d'aller sur une montre. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il y a eu une erreur là-dessus. Normalement, tu pouvais pas ne pas donner ce troisième round. Alors, c'était pas terrible, c'était ce qu'on veut pour Almeida, mais si tu veux avoir un sport qui récompense autant en MMA les différents sports de combat, et c'est une des raisons pour laquelle les notations elles sont passées sur ce plan-là, eh bien normalement, ça aurait dû être Almeida. J'entends. Moi, je t'avoue que le combat m'a tellement saoulé, j'ai regardé ça que Je comprends. d'un œil. Comme Aspinall a revu le combat que d'un œil après. On doit discuter de ça. C'est il y une en a idée que j'ai qui a mise sur fait Twitter et Il y en a qui a fait une vas-y. bonne blague en dessous d'un de tes tweets qui a dit genre Cyril Gane a 2 doigts de devenir champion du monde. Elle était pas mal. Il y en a pas mal. Ouais, j'avais mis un tweet aussi, on peut se mettre un doigt dans l'œil pour avoir un champion français. Pas mal. Bon, on a discuté de cette idée parce que ça fait longtemps qu'on en parle sur la chaîne, mais les poids lourds, les light heavyweight, c'est pas oufissime pour l'instant. Je me demande à quel point ce serait pas bénéfique de genre fusionner les deux divisions et mettre une limite à 110 kilos, parce que je me pose la question, quel poids lourd actuel serait incapable de faire 110 kilos avec une déshydratation? Genre les deux de ce soir, Gane et autant Gane que Volkov, que Almeida, que Aspinall, ils sont capables de faire 110 avec une déshydratation. Et la plupart des light heavyweight, hors combat, bah, ils sont déjà à 105. Donc voilà, fusionner les deux divisions, ça pourrait donner un tout petit peu de profondeur. Et ça me dérangerait pas que l'UFC fasse cette décision, quoi. Écoute, j'ai jamais pensé à ça, mais je trouve que c'est une très bonne idée. J'avais jamais pensé à ça hier, et le combat Volkov-Almeida m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Pourquoi pas, tu vois. Alors, le seul contre-argument un peu valide que j'ai entendu, bon, il y a certains combattants, ça va être chaud pour eux, genre Derek Lewis, tu le vois pas. Historiquement, Brock Lesnar, ça aurait été compliqué pour lui de faire 110, mais bon, si tu le sais longtemps à l'avance, si c'est ça les règles en MMA, voilà, tu veux faire une carrière en MMA, à l'UFC, la limite c'est 110, bah, tu t'adaptes avant d'aller à l'UFC. Le seul argument un peu valable que j'ai entendu, c'est ouais, les middleweight qui veulent monter, ça va être un peu chaud. Mais bon, dans ce cas-là, tu restes middleweight. Tu cherches pas à être champ, middleweight et heavyweight. Ok, je propose qu'on avance, parce qu'il y a encore des choses dont on doit discuter. Le prochain combat qui a fait un peu débat, c'est Klein contre Rebecki. Donc, avant de parler du débat sur le scoring, voilà, tout d'abord, Fight of the Night, très beau combat. Klein, très solide debout. Les check hooks, même les check uppercuts, j'ai trouvé ça super stylé. Très rapide. Les remises en combinaison, c'est propre. Et Rebecki, à nouveau, dans un combat super engagé, à nouveau, il y va au cœur. Il revient bien dans le troisième round. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux aborder par rapport à ce que tu as vu dans ce combat avant qu'on discute du scoring? Oh, bah la blessure. Tu as vu le ralenti de la blessure? Oui. Ah bah ouais, franchement, j'ai pas un compris pied, ce qui ça s'est doit pas passé aller au dans ce sens-là. Hein. Hein? Ah bah il est cassé. Un pied, ça va pas dans ce sens-là. Hein. Purée, tu vois l'os qui... Ah ouais, non, c'est violent. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, cool. c'était un très très beau premier, deux très beaux premiers rounds pour comment il s'appelle mince. Klein. Pour Klein, excusez-moi. Deux très beaux rounds. Cette blessure, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Il tire la garde. Un gros retour de Rebecki, clairement, mais face à un adversaire blessé. Hein. On se retrouve un peu dans la situation. Alors, il s'en est pas rendu compte, mais dans la même situation qu'il y avait eu avec Sean O'Malley, tu vois, où il est blessé à la cheville, il peut plus se lever, et l'adversaire tente de le finir au sol, alors qu'il devrait juste se relever, reculer, et le combat serait terminé, quoi. À la différence que André Sukamtat, il savait que O'Malley était blessé et il n'a pas eu la lucidité de se relever. Ici, Rebecki, j'ai l'impression qu'il savait pas. Non, il savait pas, clairement. Mais je pense qu'il était dans une vision tunnel, tu vois. Ouais. L'adversaire de Sean O'Malley, il voyait que la tête. Ce n'est pas... Je pense pas qu'il soit rendu compte. Hein. Je sais pas. Ouais. En tout cas, là, Rebecki, il s'en est pas rendu compte, le coin non plus. Et ce qui est hallucinant pour moi, c'est quand même Ludovic Klein, comment il a... T'imagines le temps que c'est, avec un pied pété, de faire comme si c'est long, et il maintient n'était. la demi-garde avec ce pied. Ouais. Et oui, il n'y a pas de... Il a pas crié. Enfin, franchement, guerrier. Impressionnant. Et puis, il savait que c'était cassé. Hein.
Il a senti le truc, Ah oui, oui. il a dû entendre un crack, tout le monde a dû entendre un crack. J'ai pas écouté le son, mais franchement, donc d'un côté, le retour de Rebecca était impressionnant, mais de l'autre côté, en voyant les ralentis, eh bien franchement, j'étais content que ce soit Ludovic qui l'emporte, clairement. Et j'avais scoré de toute façon 100% Ludovic. aligné. Ouais, voilà, on va parler de la décision. Alors, ça m'ennuie très fort. MMADecisions.com, c'est off ce matin, erreur 503. Ouais. J'aurais aimé voir l'avis des fans et des médias, mais on a quand même les résultats des juges. Aucun des juges ne donne le même scoring. Donc, il y a un 28-28. Donc, lui, il donne les deux premiers à Klein par 19 et le troisième 18 pour Rebecca. On a un gars qui donne 29-28, donc on a que des 19, deux premiers à Klein et troisième à Rebecca. Et on a un 28-27 avec le deuxième round 18 pour Klein et le troisième round 18 pour Rebecca. Quel était ton scoring à toi? Bah écoute, mon scoring, il aurait pu être comme les juges. J'étais bon, 19 premier round. J'ai mis 18 Klein et le dernier 18 ou 19. Et après, je me suis dit, si je mets un 18 Klein, je mets un 18 Rebecca. Et par contre, pour moi, le juge qui mettait 19 au deuxième au round 2, il pouvait pas mettre un 18 au round 3, tu vois. Ok, j'aime bien ce que tu dis. D'un côté, j'aime bien le juge qui a donné 2 fois 18 dans le 2 et le 3 parce que je fais partie de ces gens qui ont envie de voir des 18 un peu plus facilement attribués. Et je suis entièrement d'accord sur le fait que le round 2, au même titre que le round 3, sont sur la limite entre le 18 et le 19. Je pense que Klein, il touche 3 fois ou 4 fois de manière très solide Rebecca. Ah On ouais. est assez proche de certains knockdowns sur les 3-4 fois. Il gagne en plus le volume, mais on a un Rebecca qui a du répondant. Donc, tu as vraiment le truc. Tu as l'argument pour le 18, tu as le contre-argument pour le 19. Et dans le dernier round, pareil, tu as un argument pour le 18 avec un Rebecca qui a la domination sur la durée avec du dégât, mais tu as le contre-argument des coudes d'en dessous de Klein qui ont fait des sacrés dégâts aussi. Donc voilà, j'hésitais énormément sur le 2 et 3. J'aime bien la décision, le fait que ce soit une décision majoritaire, ouais, j'entends aussi l'argument de la majoritaire, mais voilà, le fait que Klein Par ait la main contre, levée en étant assis, j'ai trouvé ça une belle image et ça ouais. reflète bien le combat et j'aime bien le fait qu'il soit, voilà, qu'il soit victorieux ici. Par contre, il y a eu une égalité dans ce truc-là. Ça veut dire qu'il y a un juge qui a donné 19 au deuxième. 19 et 10, et 8, 10. Ouais, c'est ça. Mais ça, par contre, je comprends pas, tu vois. Parce que je trouve que le troisième round est assez impressionnant, parce qu'il y a beaucoup de sang, mais quand il se relève, le sang, c'est pas celui de Ludovic, hein. Exactement. Et je Exactement. trouve Et que le ouais. sang de Rebecca, il y a du sang partout. Tu as l'impression que c'est Rebecca qui est en train de faire un carnage, mais c'est juste lui qui pisse le sang, en fait. Donc, Ouais, ouais. j'ai Ouais, trouvé oui, ça les assez. coudes de Klein d'en dessous étaient violents. Ouais. Ah, j'ai trouvé ça assez étonnant et donc je pense que ça a pu aussi jouer sur l'aspect. Enfin, il n'aurait pas été coupé. Je pense pas que ça aurait été aussi facile de mettre un 18, tu vois. Donc les dégâts Mhm. qu'a fait Ludovic ont, pour moi, contribué un petit peu à creuser le 18 de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, C'est et trop c'est bizarre. exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais c'est Rebecca qui saigne comme ça. Et Ah, c'est suite au coude que Klein a envoyé. Et donc, pour moi, vous allez peut-être me tomber dessus, mais je trouve qu'il y a un léger meilleur argument pour un 18 dans le round 2 pour alors pour moi, Klein que pour Rebecca dans le round 3. ah bah pour moi, je te rejoins à 100%. J'ai mis 18 Klein au deuxième et au troisième, j'ai mis 18 ou 19. Mm. Donc j'étais Ouais, ouais. entre les deux. J'aurais pu mettre un 19, mais pas l'inverse. Pour moi, il y a pas d'argument. Enfin, il y a juste qu'il l'a vu, mais il n'y avait pas d'argument pour l'inverse. Ouais, mais donc voilà, assez content qu'on ait Klein qui l'emporte. Et j'ai pensé à ça. Je me dis, Klein, c'est quelqu'un que l'UFC met pas trop en avant. Fares Ziam non plus. Klein contre le Oh. vainqueur entre Ziam et Sadikov, selon son retour après la Mhm. blessure, c'est un chouette combat à faire en dehors du top 15 des lightweight. Mais Klein, je pense quand même qu'ils ont tenté de le relancer à un moment donné, quand même. Non? Ouais, contre Gamrot, ouais, c'est vrai. Je pense, hein. Je pense qu'il y a une volonté ouais, entre guillemets, de faire du tri, mais c'était un bon combat qu'ils lui ont proposé quand même contre Gamrot. C'est Mm. vrai. C'est vrai. Alors, dernier combat à débat. Bon, on va faire full transparence ici. T'as pas encore eu le temps de le regarder dans son entièreté, mais je voulais quand même en parler. C'est Nathaniel Wood contre Delgado. Je reviens pas sur son prénom.
José Delgado. Voilà, on va d'abord parler de la qualité du combat plutôt que de la décision. Moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. On a un Delgado qui frappe fort, qui frappe en combinaison. Il est bien sur ses appuis. Je le vois pas trop souvent engagé. Il cadre bien. Il a une bonne gestion des deux gardes. Il est imposant pour la décision. Et de l'autre côté, on a Nathaniel Wood qui a mordu sur son protège-dents. Il a survécu au high kick, coup de coude retourné qui est absolument splendide. Donc, il a survécu à l'orage. Il a fait en sorte d'avoir le combat le plus mesuré possible après ça pour marquer ses points. Il met un Vraiment knockdown, extraordinaire. hein, J'ai trouvé à ça la super beau. Il met un knockdown, enfin, à la il fin du. récupère enfin, il en prend un et il en met un dans le premier round. Dans ce Ouais, premier ouais. round, il y a aussi une séquence avec un octopus. Je sais pas si tu as fait vraiment gaffe aux détails techniques, mais j'ai trouvé ça. Enfin, la séquence de l'octopus garde dans le round 1, ça a revisité parce qu'il y a quelques détails que j'ai besoin de revoir, mais c'était très intéressant. T'as scoré comment le premier round? Ouais, premier round, pour moi, c'est un 19 pour Delgado. Si il prend pas le knockdown C'était un 18. de Wood, c'est un 18. Ouais. Ouais, écoute, je te rejoins entièrement. Pour moi, j'ai mis 18. Beaucoup trop tôt. Et puis Ouais, c'est après, ça, voilà. c'est comme quoi, faut vraiment pas mettre ton scoring pendant le round, quoi. Et puis après, je suis revenu en Ah non, arrière. vraiment pas. Voilà. Et donc, ouais, donc moi, le round 2, round 3, j'ai regardé la fin du round 3. Parce que j'étais sur un événement. Et il faut que je regarde à nouveau le round 2 et round 3. Je vous avoue que j'étais très content que ce soit Wood qui l'emporte. Mais je dois regarder parce qu'apparemment, c'était quand même assez serré, ce round 2 et ce round 3. Mais en fait, c'est exactement ça le débat. C'est que tous les scores qui vont de 30-27 Delgado à 29-28 Wood, il y a un argument derrière. Avant que MMA Decisions ne tombe en rade ce matin, j'étais quand même allé voir et t'as genre 3 médias qui voient 29-28 pour Wood. Donc comme les 3 juges, et c'est ça qui est un peu choquant, c'est qu'en fait, c'est ouvert au débat et finalement les 3 juges sont unanimes sur Wood qui est le seul score qui fait sens pour sa victoire. Et il y a 3 médias qui voient pareil. Tous les autres médias, je pense une douzaine de médias, étaient soit sur un 29-28 Delgado, soit sur un 30-27 Delgado. Et 75% des fans voient Delgado l'emporter. Donc on peut pas parler de vol, encore une fois, on peut pas parler de vol parce qu'il y a un round clair pour Delgado, c'est le premier. Les deux autres rounds sont serrés. Moi, personnellement, j'avais un 29-28 pour Delgado parce qu'il y a un round où il touche un peu plus. Et de manière générale, je trouve qu'il touchait plus fort que Wood. Et j'ai l'impression que ça se joue sur le dernier takedown de Wood où il y a un schéma offensif sur les 3 dernières secondes. Mais pour moi, ça suffit pas à faire pencher la balance du côté de Wood. Donc j'avais 29-28 Delgado. J'ai revu une deuxième fois le combat et j'étais assez choqué en regardant le premier. J'avoue qu'en regardant juste en live, j'étais en mode Delgado va gagner. Et en revoyant une deuxième, en me concentrant sur le scoring, je vois clairement un argument dans le deuxième et dans le troisième pour Nathaniel Wood. Mais dans tous les cas, ces deux mecs nous ont offert un super beau combat. On en a un qui se surnomme The Prospect. Il y en a un autre, c'est également un prospect. On en avait parlé. Delgado, pour moi, c'était le nouveau nom à suivre à l'UFC après ses 2 premières victoires dans la promotion. Ici, suite à cette défaite, ça reste un gros nom à suivre. Donc voilà, moi, je le garde dans ma liste des combattants à suivre parce qu'il a un gros niveau, mais en plus parce que tous ces combats sont chouettes à regarder. Voilà, donc je t'invite vraiment à aller revoir le 2 et le 3 parce que même techniquement, stratégiquement, ça vaut la peine. C'était du très très haut niveau, c'est ça, vraiment. C'était du très très haut niveau en dehors du top 15 des featherweight. Donc voilà, on va passer au reste. Umar Nurmagomedov, ouais, on va en parler. Umar Nurmagomedov contre Mario Bautista. Ultra actif comme combat. Ça a bougé dans tous les sens. Ça a bougé dans tous les sens. Je sais pas dire autrement, mais il y avait de l'action de la première seconde à la dernière seconde. Il y a eu des gros moments. Le deuxième round était compliqué au début pour Nurmagomedov qui prend un knockdown, qui revient. Selon moi, il récupère. Là aussi, il y a un petit débat sur le deuxième round. Est-ce qu'on le donne à Umar? Est-ce qu'on le donne à Mario? Moi, je trouve que le travail d'Umar après le knockdown suffisait à compenser et à récupérer le round. Les 3 juges sont d'accord avec ça. J'entends aussi les gens qui donnent le 19 à Mario pour cette grande action. Il y a 2 trucs dont j'ai vraiment envie de parler de ce combat. Le premier, il y a de nouveau un switch qui fonctionne contre un Nurmagomedov. Je pense que quand tu affrontes quelqu'un de cette équipe, tu dois travailler tes switches. Ça, c'est un truc, ça fonctionne depuis longtemps, ça continue à fonctionner. Et le deuxième truc dont j'ai envie de parler, c'est la tentative de 2 holds. À un moment, Bautista a l'opportunité, grâce à ce 2 hold, soit de sortir de la position, soit de prendre une position de contrôle. Et il reste dessus, il perd la position et il se retrouve en dessous. C'est un peu le même débat qu'on avait avec McGregor ou contre Khabib sur la première défense d'amener au sol. À un moment,
il se retrouve un peu au-dessus, donc il a l'opportunité de sortir et il veut prendre la position du dessus et il se fait retourner. Est-ce que c'est une erreur, tu vois? Est-ce que quand tu te retrouves dans une situation où tu arrives à retourner un Nurmagomedov ou grâce à une tentative de soumission, tu arrives à prendre une position de contrôle, est-ce que tu dois pas lâcher en te disant « Ok, je prends juste la position, je me contente de la position ou je me contente de séparer l'action et de revenir debout ?» Ah oui, bah, je te rejoins, mais pas, je pense pas que contre les Nurmagomedov, mais contre tout combattant qui a un profil à ne pas taper et à ne pas abandonner, tu vois. Ouais. Donc, Contre Merab, tu dois faire pareil, quoi. je pense que contre, ouais, ou contre un gars qui a beaucoup d'ego, c'est soit tu casses, soit ça dort, mais une soumission, tu la fais pas juste pour le fun, tu vois. Si ça casse pas, bah, tu reprends tu reprends une meilleure position, ou si ça dort pas, tu passes à autre chose. Mais là, c'est un peu ce profil-là. Je pense pas qu'il était dans une situation où ça allait casser, quoi. Exactement. Pour moi, il Il avait avait, pas, il c'était avait pas pas de assez contrôle de bien. Ouais. jambes, la position était pas suffisante, et alors ça peut casser, hein. Tu peux casser un pied, hein, avec le two hold, avec la kimura de pied, mais il faut être placé correctement, tu vois. Ouais. Il faut être placé correctement, et quand ça casse, en plus, c'est pas sûr que ça s'arrête directement, quoi. Ouais, bon, après, tu peux avoir comme Ludovic Klein, mais bon, ça c'était au premier round, donc Ouais, ouais. voilà, entre le 1 et le Mhm. 2, ça se serait fini. Donc il aurait mis Oumar dans une position où il devait finaliser après, avec son pied cassé sur la fin du premier round, Ouais, ouais. si Mais ça casse. là, comme tu le dis, je pense que il est resté bloqué dessus, mais il aurait dû se relever, il aurait dû séparer, et je pense que ça aurait pu jouer énormément sur la dynamique du combat, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, voilà, c'est un mauvais choix. Il a fait un Mm. mauvais choix et c'est pas parce qu'on a vu la suite qu'on dit que c'est un mauvais choix. Pendant qu'il le faisait, au moment où j'ai vu qu'il pouvait prendre une position de contrôle ou séparer, je me suis dit, ah, là, il doit lâcher. Et j'ai vu qu'il a continué, je me suis dit, ça, c'est une erreur directement. Ouais. Mais voilà, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que les deux ont fait une belle prestation. Bautista, il a rien lâché, il a voulu donner tout jusqu'au bout. Quand il y a eu ces moments debout, il cherchait la frappe dure, mais sans Mhm. trop surengager pour autant. Oumar Nurmagomedov, il est resté concentré sur ce qu'il est capable de faire, il est resté concentré sur sa victoire. Techniquement, c'est incroyable, il y a vraiment eu des très bons moments, que ce soit défensivement de la part de Bautista, offensivement de la part de Oumar Nurmagomedov. Voilà, la prochaine fois qu'il faut analyser l'un ou l'autre, c'est un combat que je prendrai plaisir à revoir. Bah écoute, oui, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il a encore progressé, en Nourma. Euh, je trouve qu'en termes de lutte, il est. Ah, j'ai pas envie de dire presque, hein, mais j'y ai pensé, hein, mais presque meilleur que Khabib, je trouve. Sur la Je lutte, trouve donc sur la sur la lutte, capacité à partir d'une position debout jusqu'à la mise au sol. Sur je dis ce presque, qui hein. suit, voilà. Ouais, sur ce qui Mais suit. franchement, il place, je pense que c'est au deuxième, il passe un inside leg trip. Donc Oh, il est trop au beau, moment il où est il trop beau. contacte, il vient crocheter de l'intérieur la jambe adverse, mais quasi à l'aveugle. Quasi à Et l'aveugle. C'est pas vitesse genre il d'exécution. contacte. C'est incroyable. Moi, je trouve qu'il a progressé sur ses contrôles dos. Il a eu un Bautista exceptionnel dans la défense de dos. Oh, Mais incroyable, ouais. voilà, sa capacité à prendre le dos, elle commence vraiment, vraiment à progresser. On a vu avec le triangle, et puis changement de côté sur la fermeture du triangle en fonction de ce que faisait Bautista. Pour moi, il a un peu manqué de patience dans le dos. Euh, je pense qu'à un moment, je crois que c'est au deuxième, où il est dans le dos, il est bien installé, il fait tout le travail de changement de triangle de côté. Et puis, il n'arrive pas à trouver l'étranglement arrière, et il commence à gripper le bras, tu vois. Mhm. Ouais, ouais. Et donc à se désaxer du dos, alors que je sais pas ce qu'il avait en tête, de chercher une clé de bras ou quoi que ce soit, mais il perd sa position. Et ça, bon, bah, c'est pour moi, ouais, des petites erreurs de patience. T'es dans le dos, il faut faire comme Makachev, tu restes, tu attends un petit peu, tu travailles beaucoup plus patiemment. Parce que bah, ça lui prend de l'énergie, ça lui prend de l'énergie. Donc ça, c'est le petit, je veux dire, défaut entre guillemets. Et puis bah, ce troisième round, pour moi, il le gagne. Enfin, toi, tu avais scoré juste le 2 ou un peu hésitant. Moi, Ouais. je crois que j'avais tout scoré pour Oumar, hein, personnellement. Ah oui, mais Et moi c'est 30-27 Oumar, hein, mon 30-27, ouais. scoring. Ouais, 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 mon scoring pareil. c'est 30-27. Le débat est pas sur le qui gagne. Le débat est sur est-ce que c'est 30-27 ou 29-28 par Ouais, rapport au voilà. deuxième round. Voilà, Et ce troisième round, il va le chercher quand même au mental, parce que je pense qu'il était quand même très, très fatigué. Euh, Ouais, Même vu dans la la tournure du fatigue, il combat, je réussit comprends. à... Je comprends. Hein?
vu la Ah tournure du ouais, combat, je comprends. c'était impressionnant. J'aurais bien voulu, bah, vous le savez, hein, j'aurais bien voulu qu'il trouve une soumission, un étranglement arrière. Je trouve en tout cas que sur le game plan, il semblait que ce soit un petit peu le chemin, Ouais, qu'il avait choisi, quoi. Et clairement. je pense que c'était le bon choix. Je me suis fait la réflexion, j'ai pensé à toi en regardant le combat. Je me dis, tiens, il y a vraiment une volonté d'aller prendre le dos et d'aller chercher quelque chose à partir du dos, pas juste du contrôle, mais vraiment la soumission. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans notre preview, on disait que Bautista, il était très compliqué à maintenir au sol. Mec, sur 3 rounds, il y a 10 minutes 46 de contrôle du côté de Nurmagomedov. Donc, je Ah te ouais, rejoins aussi sur le fait qu'il y a une amélioration sur la partie contrôle du ah côté de ouais, ouais. Nurmagomedov. Et encore une fois, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Almeida, faites gaffe quand on dit contrôle. Voilà, statistiquement, il y a 10 minutes 46 de contrôle, mais en plus du contrôle, il y avait vraiment un schéma offensif non-stop du côté de Umar Nurmagomedov et une volonté de sortir du côté de Bautista. C'est ce qui nous a donné autant de dynamique. C'était pas genre Bautista était pas en mode il faut que j'empêche Nurmagomedov d'améliorer sa position. C'était vraiment il faut que je sorte de là. Et Nurmagomedov, c'était pas il faut que je contienne ma position, c'est il faut que j'améliore ma position. Et quand tu as ces deux, tu vois, il y a 4 dynamiques possibles. On va dire sur base, tu as 2 mindsets d'un côté, 2 mindsets de l'autre, 4 dynamiques différentes. Mais là, c'est la meilleure dynamique pour nous les fans, c'est quand il y en a un qui a la position dominante et veut l'améliorer, et quand on a un qui est en position dominée et qui veut sortir de là. Ça, c'est vraiment ce qui donne le plus de scramble, de mouvement, et c'était une pépite de combat, tout simplement. On a vu un KO spectaculaire, mec. Killan Salkild. Alors déjà, le mec, dans son nom, il a 2 fois kill. Donc voilà pourquoi le KO. 25 ans, 3-0 à l'UFC. Premier combat à l'UFC, 19 secondes KO. Deuxième combat à l'UFC, il utilise sa lutte pour surdominer son adversaire. Troisième combat à l'UFC, ce KO-là. Et c'est pas un KO sorti de nulle part. Je pense que tu seras d'accord avec moi. On l'aime bien. Garde ouverte, des front kicks, des middle kicks. Je me demande même si la lutte de loin a pas eu ce petit impact de OK, il faut baisser la garde. Et puis le high kick au bon moment. Oh, impressionnant. Ouais, ouais. Non, c'est magnifique, hein. Très très patient, ouais, comme tu l'as dit, des middle kicks. Je pense qu'il y a eu un low kick. Ouais, un low kick aussi, ouais. Ouais, patient. Et puis, bah, ce high kick pleine balle, même, il y a même pas de feinte de regard, il n'y a rien. Ouais, ça coupe. Ouais, Ouais, et d'ailleurs, ça c'était faisait un tout petit peu fort. peur le KO, hein. On est content de Ah ouais. savoir, on a été rassuré par Dana White au moment. Enfin, déjà, on a été rassuré quand on l'a vu s'asseoir, se relever, sortir de la cage. Mm. On a été doublement rassuré quand Dana White a dit qu'il était allé à l'hôpital et il avait été clean. Donc, pas de, pas de séquelles immédiates. En tout cas, c'est jamais bon de prendre un KO pareil, mais on peut être rassuré sur l'état de santé dans l'immédiat Mm. de Nasrat Akparas, parce que c'était impressionnant. On n'en voit pas tous les jours comme ça des KO. Et il y a des gens qui ont un peu le billet de, comment on dit, quand c'est quelque chose de récent, tout le monde dit KO de l'année. Les gars, faut pas oublier qu'il y a eu le KO de Mauricio Ruffi sur Bobby Green cette année aussi. Donc on est bien servi. Il y a eu aussi les coups de coude retournés là contre Aaron Pico de Ah Liron ouais. Murphy. On est bien servi en termes de KO, mais clairement, ce KO fait partie des nominés pour le KO de l'année parce que Mm. il est incroyable. Et encore une fois, c'est pas juste un kick, c'est un kick qui a été préparé. Donc tout est lié pour nous plaire. On avance rapidement. Mackenzie Dern, nouvelle championne. Moi, personnellement, le combat était au-dessus de mes attentes, donc j'ai encore apprécié. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont trouvé le combat nul. Je trouve qu'il y avait de l'intensité, il y avait de la volonté de part et d'autre. Techniquement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais Dern, pour moi, elle a amélioré sa boxe anglaise. Elle est très difficile une fois très difficile à produire quelque chose d'offensif contre elle sur son dos. Je suis intéressé par un combat entre elle et Tatiana Suarez. Je trouve qu'en opposition, enfin, en termes de style contre style, c'est un combat qui peut m'intéresser dans la division. Walter Walker. Incroyable. J'ai Quatrième vu tes tweets, incroyable. Quatrième de suite. Ah oui, t'as vu mon tweet en anglais là, je fais pas que des blagues en français là. Il y a quelqu'un qui a dit c'est bon, j'en ai assez vu Walter Walker dans le Hall of Fame. J'ai répondu Hill of Fame. Euh, Ah là là, 4 clés de talon d'affilée. Ouais, et c'est lui qui est arrivé à la pesée avec un talon. Ouais, Attends, drôle. c'est trop drôle. Écoute, J'adore. impressionnant, rien à dire, quoi. Ouais, ouais. Mm. Bon voilà, on peut rien dire parce que t'aurais tendance à dire ok maintenant mec quand on combat contre Walter Walker, s'il vous plaît, préparez-vous à ne pas prendre une clé de talon. Mais là le combat était prévu à 2 semaines, donc Louis Sutherland n'avait pas eu le temps de se préparer à ce genre de bourbier de ton pied quoi. Et alors dernière chose, Murzakanov qui fait tomber Rakic sur un jab, belle collision quand même. Mais, voilà, fallait noter cette victoire. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre sur la carte qu'on aurait oublié, mais je pense qu'on a fait le tour de ce qui sort vraiment de l'UFC 321.
Ouais, je pense, hein. Moi, j'ai pas encore tout regardé, mais je pense qu'on a quand même fait le tour. Hmm. Parfait. Bon, Brian, en tout grand merci. Je te souhaite un excellent dimanche. On s'entend mardi, les amis. Excellent dimanche. Vous nous voyez mardi. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.